La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être venus. Bienvenue à cette nouvelle édition de Café Philo. Café Philo, l'un des rares espaces publics de ce pays. Et nous faisons le devoir aujourd'hui encore d'enclencher un débat, non pas un débat de plus, mais un débat vraiment substantiel autour d'une thématique actuelle, mais avec un recul très critique, avec un regard résolument critique sur les déterminants de la corruption ici en Haïti, notamment dans le cadre étatique, en termes de gouvernance publique évidemment, et conformément au cadre, conformément au canevas standard de cette manifestation des choses de l'esprit qu'est Café Philo, je vous invite d'entrée de jeu à vous mettre debout pour entonner l'hymne national de ce pays, la Dessalinienne. Merci. Avec beaucoup de fierté et de manière vraiment altière, nous venons d'entonner l'hymne national d'Haïti. Mais dois-je vous rappeler encore une fois que Café Philo comme espace de débat philosophique sur des enjeux multiples, touchant tour à tour le social, le politique, le culturel, mais avec un regard amplement philosophique, critique, réflexif, si j'ose dire, a lui aussi sa philosophie. Café Philo comme espace où l'on aborde les débats idéologiques avec beaucoup de sérénité, a lui aussi sa sensibilité idéologique. Et conformément à cette sensibilité idéologique que d'aucuns qualifieraient de gauche, je vous prie encore une fois, avec beaucoup de respect, de vous mettre debout pour, non pas de vous mettre debout, mais d'écouter avec beaucoup de ferveur idéologique, encore une fois, la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
gloriosa y fuerte. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alors, je vous rappelle, le thème retenu pour Café Philo de ce soir, c'est la corruption comme pratique de gouvernance étatique, l'accord Petro-Caribé et sa mise en œuvre en Haïti. Le débat sera très houleux. Le débat s'annonce vraiment houleux. Le débat sera vraiment d'intérêt ce soir. En témoigne la foule qui a fait le déplacement pour venir assister à la présentation d'aujourd'hui. Mais bien avant de commencer à problématiser le sujet, bien avant d'entrer dans le vif de tous les tenants et aboutissants de la corruption en Haïti, de point de vue historique, en mobilisant tout un savoir théorique y afférent,
tout un contenu philosophique et relatif, il n'est pas de trop, comme à l'accoutumée, de regarder cette piste vidéographique qui ce soir sera présentée par Gaël Jean-Baptiste. Donc, sous les auspices de Gaël Jean-Baptiste, vous êtes priés de regarder cette piste vidéographique. Question de commencer par vous accoutumer avec le contenu du sujet qui va être débattu ce soir. Yuri pas jamais sur même ta politique avec parce que pas venir mener la balance. Et pas quitter la balance pour jeune. But I just want to say the top priority would be to put on security problem, and we would like to see the foreign troops here will cooperate with the national police to help us, to help us disarm all those who have illegal arms in their hand. And we hope the Secretary General of UN or the US government or the French government will understand that they have to participate actively in that process. Tout ça, monsieur, a fait le bullshit. L'heure du jugement final est arrivée. Nous-mêmes nous demander, nous Dera, nous demander, nous Antoine, nous demander, nous Saint-Joseph, nous demander, nous maman. Autorité dominicaine prend décision, on va reconnaître nationalité. Autorité dominicaine prend décision, président. Autorité dominicaine prend décision, on va reconnaître nationalité. Ces événements continueront à vivre dans les textes historiques et ils laisseront un sentiment de honte et de dépravation. Les rats sont prêts à sortir de leur trou. I'm going home. Take a drink. Colonel Yannick a affirmé qu'il serait tenté d'accepter la Constitution, c'est la tradition. Pas la Constitution. Votre argument, c'est la tradition. Votre argument, pas la Constitution. Rectifiez. J'ai la parole. Rectifiez. Vous devez vous adresser au président. Pas de réaction, le président. Tranquille. Et si l'affaire que je présente semble dure, si elle semble impitoyable, c'est seulement parce que les preuves le sont aussi. Et ça a commencé par Tigre Moun et suspend en merde des moun dans le Sénat. Bataille ça a fait là, c'est deux bagages différents. Yuri a répliqué. Moi-même, comme membre de la 48e, je suis capable de 2006-2007. Comme vous êtes un jeune, eh bien, nous avons continué. Le Parlement, il faut que ce soit des barrières. Pas de coups même. Non, posez, Voilà. Nous remercions Gaël Jean-Baptiste pour le rappel de ces quelques épisodes hautement évocatrices, si j'ose dire, de l'imbroglio politique haïtien. Vous en riez évidemment, mais quelqu'un a dit nous en rions alors qu'en réalité nous devrions en pleurer. C'est un véritable paradoxe et c'est ça le réel vécu de la politique haïtienne. C'est là toutes les contradictions qui ont été condensées dans cette piste vidéographique, évidemment très bien inspirée de Gaël Jean-Baptiste. La corruption comme pratique de gouvernance étatique, l'accord Petro-Caribé et sa mise en œuvre en Haïti. Le sujet est très actuel, mais comme vous pouvez bien vous le dire personnellement, nous n'allons pas faire une émission de plus. Nous allons essayer, autant que faire se peut, de nous éloigner de la stricte empirie pour pouvoir explorer les hauteurs du savoir théorique. Et j'étais vraiment content de lire cette phrase à la page 43 du dernier ouvrage en date de l'intervenant,
ouvrage qui s'intitule Le devoir de servir. Et je lis rapidement pour vous cette phrase. Mon goût pour les études montre que, parallèlement aux militaires et donc aux rigides, que conséquent homme d'action que je suis, à travers cette commission du Sénat, la commission éthique et anticorruption. Bien avant de problématiser le sujet de ce soir, permettez que je vous présente brièvement, succinctement, l'intervenant du jour. Il est né au Gonaïve, militaire et avocat de formation. Il a fait ses études primaires et secondaires aux frères de l'instruction chrétienne. D'abord au Gonaïve, en ce qui concerne les études primaires, et ensuite au Collège Saint-Louis de Gonzague de Port-au-Prince pour ses études secondaires. D'abord détenteur d'une licence en droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, il a fait aussi une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal et présentement, il est détenteur d'un doctorat en droit de l'Université Dakar dans le cadre d'une co-tutelle avec Paris 1 Sorbonne. Homme très influent, sénateur de la République depuis 2006, réélu récemment au terme des récentes élections dès le premier tour du scrutin, sénateur La Tortue est bel et bien l'intervenant de ce soir. Et il va essayer, il va tenter de nous entretenir avec un recul philosophique, comme nous l'implorons bien de le faire ce soir, autour de ce thème, la corruption comme pratique de gouvernance étatique, l'accord Petro-Caribé et sa mise en œuvre en Haïti. Qu'est-ce que la corruption? Quels sont les indicateurs de la corruption? Qu'est-ce qui fait l'essence même de la corruption? Comment entrevoir les déterminants historiques, les déterminants structurels de la pratique de la corruption en Haïti? Et n'y a-t-il pas bien un obstacle épistémologique majeur lorsque c'est quelqu'un qui lutte contre la corruption, qui tient un propos sur la corruption? N'y a-t-il pas confusion entre l'objet et le sujet? Et conformément à ce référentiel épistémologique bachelardien, comment va-t-il surmonter cet obstacle dit épistémologique pour se mettre à distance de l'objet en question et pour finalement avoir le courage éventuellement de nous montrer les quelques limites de l'aventure dans laquelle il se lance aujourd'hui. Avec vous, le sénateur La Tortue, pour un débat de qualité, mais je vous rappelle encore une fois, dans le cadre de la 11e thèse sur Feuerbach, Marx eut à déclarer « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qu'il importe de faire aujourd'hui, c'est bel et bien de le transformer. Praxis oblige, on est bien obligé, oui, de se référer aux assises théoriques, mais on est bel et bien obligé, évidemment, de se lancer dans une aventure véritablement pratique. Mais au terme de cette pratique, il faut prendre un recul. C'est à ce recul que nous invitons le sénateur Yuri La Tortue ce soir, sous votre salve d'applaudissements, évidemment.
Merci Pascal, merci à tout le staff de Café Philo. Merci à cette grande et belle assistance. Je vous remercie de m'avoir invité à cet espace de débat, parce que normalement, en tant que sénateur, je fais partie d'une assemblée de débat. Mais ce que je remarque, c'est que ici, il semble que vous dépassez de 1000 coudées cette assemblée, puisque les débats, je vois qu'ici, il y a un intérêt particulier pour le débat. Il n'y a pas absence de quorum, il y a quorum. Il y a des jeunes qui sont très intéressés, pourtant qui ne sont pas des élus. Donc, en ce sens, vraiment, je suis très, très content d'être ici. Vous venez de dire, Pascal, que justement, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Mais ce qui importe, c'est de le transformer. J'ai toujours voulu moi-même être un homme bidimensionnel, capable d'interpréter et capable d'agir. Je ne suis pas un Jean-Pic de la Mirandole pensant que je connais tout, je sais tout et je peux tout faire. Mais je crois dans le monde contemporain, il faut évoluer, il faut pouvoir interpréter, il faut pouvoir transformer. Est-ce pour cela, toute ma vie, comme l'intitule mon dernier livre, Le devoir de servir, je suis sorti d'un quartier déshérité, Raboto. Je suis né à Raboto. Et pourtant, j'ai fréquenté l'une des plus grandes écoles de ce pays. J'ai toujours été pris entre deux feux, dans le sens où l'action sociale que je remarquais au quotidien était différente, dans mon quartier, était différente de celle qui se prévalait à l'école à Saint-Louis-de-Gonzague. J'étais également dans l'armée, alors que ma famille venait de l'opposition. Donc, c'est dire que j'ai beaucoup vu, et j'ai beaucoup appris. Et c'est pour cela, aujourd'hui, mes paroles vont être celles d'un homme qui interprète les choses, mais qui agit aussi. Parce que je crois qu'il faut être un acteur pour transformer cette société. Et le thème d'aujourd'hui, la corruption, c'est un thème, je crois, qui prévaut depuis les premières communautés humaines, depuis la période préhistorique. Dans les premiers moments où il existait une communauté, eh bien, aussi existait la corruption. Mais la corruption, dans ces communautés préhistoriques, dans ces communautés de l'Empire romain, dans ces communautés moyenâgeuses, a été toujours l'exception. Et on a toujours voulu éradiquer la corruption par des mesures légales, par des mesures sociales. Dans certains pays, au niveau du XVIIIe siècle, c'était devenu une norme. Mais l'idée de combattre la corruption, c'était une idée qui traversait toutes ces périodes. Et je dois dire, ça variait d'un pays à un autre, mais c'était toujours resté une exception. Haïti n'est pas resté indifférent à ce phénomène. Et après l'indépendance, regardez l'empereur Dessalines qui, lors de ses tournées dans le sud, combattait cette corruption par le fait que certains affranchis voulaient simplement remplacer les colons et après l'indépendance utilisaient justement les biens de l'État pour essayer de s'enrichir. Et l'empereur disait à un certain moment, les biens qui avaient appartenu aux Blancs
et qui auraient dû rentrer dans le patrimoine de l'État devinrent propriété de nombreux particuliers qui déjà, avant la Révolution, avaient un bien-être. On trouve des protecteurs, des complaisants pour se faire mettre en possession de ces biens. N'est-ce pas voler impunément? Eh bien, de même que je fais fusiller ceux qui volent des poules, des denrées et des bestiaux, je ferai mourir ceux qui permettent, pas en complaisance, qu'on se mette en possession des biens de l'État. Qu'on ne pense pas que je parle un vain langage, car sur ma foi de Jean-Jacques Dessalines, c'est ce que je ferai. Voici la philosophie qui se dégageait à travers l'empereur. Et pourtant, il y avait une autre philosophie au niveau justement de ces affranchis, des nouveaux libres, qui voulaient justement avoir cette liberté pour remplacer les colons. Mais on a connu l'échec, puisque l'empereur était victime de sa lutte contre la corruption. Puisque malgré l'armée haïtienne qui était forte de 52 000 hommes, malgré la protection de l'empereur, il était assassiné au Pont-Rouge. C'est-à-dire que, justement, c'est le premier échec de la nation à travers cette lutte menée par l'empereur. Et de 1804 jusqu'à 1915, la philosophie qui a prédominé, c'est la philosophie justement de ces classes possédantes. Plus mais pour là, pas quitter le relais. C'était la victoire de ces gens. Et la défaite de l'empereur qui disait justement qu'il fallait une nation, qu'il fallait un pays, qu'il fallait une répartition équitable, qu'il fallait une péréquation de la richesse. Et à l'arrivée des Américains, de 1915 jusqu'à 1937, l'idée, ce n'était pas justement cette idée de répartition. C'était toujours une façon de maintenir la paix, de maintenir la stabilité, mais de pratiquer cette corruption à travers les institutions. Il n'y a pas eu de révolution. Et de 1937 jusqu'à 1986, on a vu justement un remplacement des Américains par des autorités, peut-être, je ne dirais même pas pro-américaines, mais des autorités qui allaient au-delà même de ces Américains, qui réclamaient un certain équilibre. On a connu la dictature des Duvalier, la gestion des Duvalier. Mais les choses ont évolué puisque la corruption, c'est comme ce liquide. C'est-à-dire, ça prend la forme du vase. On essaie d'avoir des lois. On essaie d'avoir des règlements contre la corruption. Et ça change. Parce qu'il y a toute une philosophie. C'est essayer de dévier la loi, essayer de trouver les moyens les plus intelligents pour pouvoir se soustraire à la loi. Et en Haïti, ce qui est arrivé après 1986, au lieu d'être une exception, comme dans certains pays, c'est comme la corruption qui est devenue une norme. Et Montesquieu disait qu'il fallait les trois pouvoirs pour exécuter, pour contrôler et pour juger. Mais étant donné que ces trois pouvoirs se confondaient en un seul, il n'y avait pas ce contrôle. Eh bien, la corruption a laissé ce stade d'exception pour devenir une norme. Et on assistait à l'évolution, on dénonçait, mais il n'y avait aucune mesure proactive pour pouvoir s'attaquer à ce phénomène. Et c'est pour cela, quand certaines institutions, quand Transparency International a eu à mettre sur pied ce que je veux dire, le phénomène de perception de la corruption,
ça n'a pas été étonnant de voir certains pays d'Afrique, comme le Soudan du Sud, Belize, Haïti, comme mauvais élèves. Puisque dans certains pays où la corruption a été maintenue comme une exception, dans d'autres, ça a évolué pour devenir une norme. Et au fur et à mesure que ces pays recevaient de l'aide, ces pays avaient, par rapport à cette aide, une augmentation de leur PIB, eh bien, l'on remarquait que la corruption s'agrandit. Et c'est pour cela qu'il est important, et je crois même primordial, d'éradiquer ce problème, au moins de livrer combat contre la corruption. Car les pays faibles qui font face à la corruption vont devenir beaucoup plus faibles de jour en jour, puisque, si nous prenons un pays, disons comme le Soudan, ou bien comme Haïti, vous avez un budget de 2 milliards de dollars, comme le Soudan du Sud, pays indépendant, comme Haïti, 2 milliards, eh bien, le taux d'indice de la corruption s'agrandit et ça passe de 10 à 20%. Déjà un budget très faible et vous avez également la corruption qui gangrène. Donc, il est important non seulement de dire, avant même de penser à cette question de l'aide internationale, avant même de penser à cette question d'interdépendance entre les peuples, il y a un certain ordre à justement imprégner à la gouvernance. Et c'est pour cela, nous avons dit, les trois pouvoirs qui se confondaient en un seul, même après la sortie de la Constitution. Je suis d'accord que sous l'ESCO, on disait que le pouvoir exécutif était assisté de 2 corps, le corps législatif et le corps judiciaire. Mais la Constitution de 1987, dans ses articles 60 et 61, dit, écoutez, il y a 3 pouvoirs qui sont indépendants les uns des autres. Et pourtant, ce pouvoir que moi-même je fais partie, qui est le Parlement, n'exerce pas le pouvoir de contrôle. Les institutions qui devaient aider le Parlement à exercer ce pouvoir de contrôle, je crois, sont au point mort, que ce soit l'UCREF, l'ULCC, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Est-ce pour cela que nous nous sommes dit, il est important de comprendre les choses, à savoir qu'il faut justement combattre la corruption pour arriver à avoir une certaine gouvernance interne avant même de penser à l'aide internationale, mais aussi, il faut agir. Mais vous savez, dans la Bible, il y a eu ce combat entre David et Goliath. Beaucoup pensent que vraiment c'est une chose biblique et que peut-être David, en tant que chrétien, a fini par vaincre Goliath, qui n'était pas un croyant, un Philistin. Mais je crois que au niveau de... Il y a une autre philosophie qui se dégage à travers ce combat. Et je vais simplement citer ces exemples avant d'arriver. La philosophie, c'est que c'est vrai que Goliath, c'était celui qui avait les boucliers, celui qui physiquement dépassait. D'ailleurs, on disait que c'était un homme, disons, d'environ 2 à 3 mètres. Mais ce qui était important, c'est que, moi je ne crois pas, c'est tout à fait biblique, il y a d'autres stratégies qui permettent de vaincre, justement, ces grands, ces puissants. La corruption, les gens, les corrupteurs, ou bien les corrompus sont très puissants. Mais je crois qu'il y a certaines stratégies qui permettent de les vaincre. Moi, je peux vous en dire long pour avoir simplement rédigé ce rapport. Je peux vous en dire long. Mais la stratégie, c'est que
il y a toute une génération qui ne veut pas de la corruption. Il y a toute une classe, il y a tout un ensemble de jeunes qui aujourd'hui disent, écoutez, le pays doit être bien gouverné, même si vous êtes puissant. Mais je crois que cette force de l'action, cette force de la jeunesse est aussi puissante et on peut arriver à vaincre. Donc, en ce sens, je crois que cette lutte est un parcours de combattants, dans le sens où des difficultés vont surgir de toutes parts. Mais cependant, cette opportunité qui m'est offerte à travers cet espace de débat, simplement de vous informer et de débattre de ce thème, est une grande opportunité, dans le sens où cette idée qui jaillit à travers toute cette représentation n'a jamais été mise en pratique. Et aujourd'hui, nous sommes devant un cas. Et ce cas a traversé toutes sortes d'idéologies. Ce cas a traversé la gauche comme la droite. Comme je viens d'entendre Lima Che Guevara, ce n'est pas la gauche de Che Guevara qu'on a en Haïti. Puisque la corruption s'est érigée en tradition à travers le temps et en principe à travers la gouvernance de ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comprendre et il faut agir. Et qui peut agir pour le moment? Je crois que l'exemple doit venir des pouvoirs. L'exemple doit venir d'en haut. Et cela pourra stimuler les uns et les autres à agir. Moi, je l'ai dit, je l'ai affirmé. En Haïti, à travers le XVIIIe siècle, il existait deux partis, le parti libéral et le parti national. Mais ce qui faisait la force de ces partis, un homme comme Boyer Bazelin, à travers le parti libéral, c'est qu'il arrivait justement à mettre de l'ordre dans son propre parti. De même que le parti national avec Salomon. Eh bien aujourd'hui, en Haïti, à travers les partis, c'est le cache-feuille qui couvre ça. Une autre philosophie. Ça veut dire que ceci signifie qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes membre d'un parti, il y a de la corruption, vous êtes mon allié, cache-feuille couvre ça. Je suis du même quartier que vous, eh bien, nous violons les règles, les lois, cache-feuille couvre ça. Moi, je veux, justement, à travers ces travaux que j'ai participé à la commission, justement, vaincre ces thèmes. C'est-à-dire, nous devons être unanimes à dire, nous allons lutter contre les adversaires, mais également contre les amis. Puisque la corruption étant devenue un principe, il faut justement prendre les grands moyens pour la combattre. Et le cas de ce soir, c'est le cas de Petro-Caribé. C'est un cas, justement, qui s'étale de 2008 à 2016, à travers 5 gouvernements et 2 présidences. Le 12 avril 2006, Haïti a adhéré au programme Petro-Caribé après la signature de la convention par les présidents Chavez et le président Préval. Ce programme constitue
une facilité offerte à plusieurs pays de la Caraïbe pour faire l'acquisition de produits pétroliers à un coût raisonnable et payer leurs commandes suivant des modalités avantageuses. Haïti avait ainsi la possibilité de payer un certain pourcentage de la facture pétrolière à la livraison et de verser le solde dans un fonds qui devait servir à financer des projets économiques et sociaux. Il s'agit en fait d'un prêt concessionnel au taux préférentiel de 1% l'an, remboursable sur 25 ans avec un délai de grâce de 2 ans. Dès sa mise en application en 2008 jusqu'en 2016, on a eu 5 gouvernements. Le gouvernement Préval-Pierre-Louis, le gouvernement Préval-Bellerive, le gouvernement Martelly-Cony, le gouvernement Martelly-Lamotte et le gouvernement Martelly-Paul. Ces gouvernements ont géré différents montants, mais je vous donnerai quand même une idée, puisque Haïti a bénéficié d'environ 3 milliards 800 millions d'achats de produits pétroliers. On a payé 1 milliard 700 millions parce qu'il fallait payer une partie et on a gardé 2 milliards environ 100 millions de dollars. Donc, ces ressources devraient servir à financer de multiples projets à travers le pays. Cependant, à travers ces 8 périodes, les citoyens se sont interrogés sur l'utilité et sur les dépenses. Il y a eu au sein de la population le sentiment qu'au mieux, ces fonds ont été mal utilisés. Et au pire, ont été en partie détournés pour servir à enrichir personnellement certains dirigeants qui avaient la responsabilité d'en assurer la gestion. Il est donc justifié que des représentants du peuple saisissent cette question pour pouvoir éclairer la nation sur cette réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, et juste pour avoir une idée, le gouvernement Préval-Pierre-Louis a géré 197 500 000 dollars. Préval-Bellerive, 348 240 000 dollars. Martelly-Cony, 210 millions, mais qui n'ont pas été gérés par Cony, puisque, entre-temps, il a eu à donner sa démission. Martelly-Lamotte, 668 315 000 dollars. Et Martelly-Paul, 280 millions. La commission n'a laissé aucune administration de côté. L'obligation de rendre compte concerne toutes celles et tous ceux qui ont le privilège et l'honneur d'être aux commandes des affaires de l'État. D'une manière générale, il est apparu clairement que le système mis en place pour la gestion des fonds de Petro-Caribé, couplé à une utilisation abusive des dispositions des lois d'urgence, ont créé une situation qui a permis aux dirigeants d'échapper à tout contrôle dans l'attribution des marchés et surtout dans la détermination des prix facturés à la collectivité. Les décaissements se font sur la base des résolutions, mais pour brouiller les pistes, les dirigeants ont pris la mauvaise habitude de modifier les résolutions de manière imprécise, en omettant d'indiquer que certains montants figuraient déjà dans les résolutions précédentes. Et dans les cas les plus flagrants, de signer des contrats sans résolution pour les autoriser. Tout ceci a également rendu très difficile les recherches de la commission. Cependant, un autre élément troublant, c'est le recours systématique dans ce pays aux lois d'urgence. Par exemple, nous sommes en 2013-2014, il n'y a pas d'urgence, les contrats sont datés de 2012. Des marchés ont été conclus sous la loi d'urgence et ont été exécutés des années plus tard. Il est évident que la loi sur l'état d'urgence devra être revue ou interprétée par les tribunaux pour éviter toutes ces dérives.
La justice doit demander des explications à ceux qui ont antidaté des contrats, à ceux ou celles qui n'ont pas respecté les lois sur les passations de marché. La manœuvre a été grossière et démontre, si besoin était, que les administrations ont volontairement bafoué la loi pour éviter tout contrôle de la CNMP, c'est-à-dire des marchés publics. L'enquête menée par cette commission, puisque nous sommes au niveau de Petro-Caribé, a permis de confirmer les soupçons de népotisme, de prévarication, de corruption dans la gestion de ce programme. En effet, le recours au mécanisme de gré à gré ou d'appel d'offres restreint pour l'attribution des marchés a facilité la signature des contrats au détriment des intérêts de l'État. Des dirigeants ont autorisé, par exemple, 3 sociétés appartenant aux mêmes personnes de faire des offres pour des marchés totalisant 400 millions de dollars. Quand cette commission retrouve toutes ces informations, à savoir la violation des lois de la CNMP, la violation des contrats en les antidatant, des travaux non exécutés en déboursant des fonds, cette commission a eu le courage de recommander qu'il y ait action publique contre certains dirigeants. Je crois en 1904, il y a eu un scandale dans ce pays. Et ça a terminé par le procès de la consolidation. En 1974, le procès des thèmes. Il y a eu également des commissions qui ont travaillé et qui ont fait des recommandations. Aujourd'hui, des recommandations ont été faites. Il revient à chaque élu de prendre ses responsabilités. Et cette commission, justement, a recommandé pour que l'action publique soit mise en mouvement contre 2 premiers ministres, contre des ministres également qui n'ont pas respecté la loi et qui ont eu une mauvaise gestion. Je crois que nous avons également reconnu notre limite à travers cette commission en demandant à d'autres organismes de prendre leurs responsabilités puisque ces organismes ont les pouvoirs de coercition, tels l'ULCC et l'UCREF. Il demeure entendu que les personnes visées dans ce rapport ne sont pas les seules à être incriminées. Il est cependant certain que des enquêtes plus poussées et plus systématiques mettront en cause davantage d'intervenants au niveau de l'administration, des entrepreneurs privés, des comportements répréhensibles seront découverts. La commission législative n'est pas une instance de jugement et ne dispose pas des moyens de coercition que la loi met à la disposition d'un juge d'instruction, par exemple. Il reviendra donc aux juges d'instruction, aux commissaires du gouvernement, aux administrateurs de l'ULCC de faire ce que de droit à travers ces dossiers. Nous, après ce travail, au niveau de la commission, nous engageons à soutenir le pouvoir judiciaire et à obtenir les moyens nécessaires pour la sécurité des juges, pour qu'ils puissent mener leur mission jusqu'au bout. La commission espère que ceux qui auront la responsabilité de faire le suivi de ce travail prendront leurs responsabilités, puisque nous avons constaté que cette responsabilité était difficile à prendre, que cette responsabilité était difficile à supporter, même au niveau de l'Assemblée, et que cette responsabilité sera difficile à suivre. Mais nous vous disons aujourd'hui, tout ce que nous voulons dégager derrière cette enquête, c'est que la corruption reste une exception, mais n'est pas un principe qui nous met derrière la camionnette, comme on dit, et qui empêche le développement de ce pays. Le temps est très restreint, mais je crois que j'aurai l'occasion de répondre à toutes vos questions, puisque le temps est limité et nous n'aurions pas l'opportunité de rentrer dans les détails. Merci beaucoup. Nous sommes obligés,
conformément au canevas régulier de Café Philo, d'observer une pause musicale. Élection, Mpap Fay Eyap de Jitang. Et on vous revient immédiatement pour les séries questions-réponses. Bon, qui est-ce qui m'a voté là? Matéli m'a voté? Il n'y a pas de cadeau pour l'autre mandat encore. Moi, je suis choisi, je vais faire. Jean Bagala est là. Nous croyons bien l'élection. Qui est-ce qui m'a voté là? Si nous avons l'élection, qu'on ait bien attention. Moi, je prends prétention. Et ça, c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Politicien, c'est chien, m'raille autant que dominicain. Yo dit yo remet Haïti, mais a trahi pour un doquin. Yo pas remet le passé visa qui ont passeport américain. Patriote infidèle, yo trahi pour intérêt mesquin. Si c'était sous Duvalier, m'dap yon gros rebelle camoquin. M'pap j'aime te parler pour moi mettre les bas comme sorequin. La police c'est chiteng. Très bon dame vin bon bâton. Quand même kaka gen pour le voyer, sinon ça le ou la façon. Qui finance, commande, KIP, pas bail tête ou menti. L'aime respirer nan nem. M'prend ceinture, élection senti. L'international met main, nous connaît gen malédiction. Vote électorale fourré main, Zach malhonnête corruption. Tapito coupé douette, moins voyer le jeter la gueule dans tout. De mal voter dans élection. Dans premier ni deuxième tour. Son ancien Aristidien qui pour emblème tête coq là. Si m'pas nan bon bois, mettre qu'on est map nan bon bois là. Hey, Jean Bagala est là. Nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi, je prends prétention. Et ça, c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Jean Bagala est là. Nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi, je prends prétention. Et ça c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Nous rêvons à chaque calonné, bamboche à fait dans le magasin. Des choux cailloux et les ça imbéciles wap qui t'en connaît. Leader politique a pas terri toute la nuit, toute la journée. A osé bazac pour l'argent, chaque monde joigne yon timonet. Tactique politique cap fait, l'autre c'est autres la taquiner. Paraît dans machine officielle, vite teinté, vite monté. Bien t'as pas gen moun qui ouel, bandit couri vite monté. Réunion faite confidentielle, distribuée, âmes exportées. Si élection faite en champoel, tête moun yo poil capoté. Talen boal ouais ça poil gen la pour sénateur ak député. Ni pour place présidentielle, intel ou chaud arrêté. À chaque moment élection, toujours songer yon ti chanté. Les masses peuple la prend la ri, c'est pas l'argent, c'est volonté. Mandé bon Dieu qu'aime pourri, mettre genou m't'aime sémenté. Ba pral l'élection voter, après ça pour me regretter. Yon bon candidat tête pété, moi m'fout choisi m'pa faire. Jean Bagala est là, nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi je prends prétention. Et ça c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Jean Bagala est là, nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi je prends prétention. Et ça c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Yon crazy crête jalousie, dit yon bagay puis can saisi. C'est dit pouvoir pas prendre en bas la prétend l'aile en bourgeoisie. Y'a pas été nek force of course, mais c'est juste pour courtoisie. Démocratie, real talk, m'ba nous le sans hypocrisie. Puis quand vin faire explication, poser une question des élections. Des din les dessalines pétion, m'ba qu'on a rien dans politique. Gouvernement campé en zo blood, opposition a fait tapager. Ça son mafia république, m'pral voter à clé majeur. Moi m'pas dans affaire colonne, bah qu'on a demandé personne. Ni relé yo dans téléphone, mandé l'argent pour projet zone. Toujours kembe prestige, moi au tout côté mié dans n'importe zone. Les bagailles yo mal passé, puis yo pas dit m'cinquième colonne. M'pas qu'on a demandé c'est ni Jude ni Eric Jean-Baptiste. Madame Maniga ni Sophia, Madame Bijou, Marie Narcisse. Pas qu'on a demandé Bekel la mort dans sens sam très raciste. Pas demandé sauver Pierre Etienne ni Jean-Hector Anakassis. Jean Bagala est là, nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi je prends prétention. Et ça c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Jean Bagala est là, nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si nous avons élection, qu'on ait bien attention. Moi je prends prétention. Et ça c'est position. Nous choisissons pour nous faire. Mais je nomme ça. Il va dire, et la mouette mérite la mort. Là que commence véritablement Café Philo comme espace public, comme lieu discursif où la contradiction n'est pas réprimée. Et je vous rappelle que ce débat, comme ceux
avec lesquels vous êtes accoutumés à Café Philo sont très impersonnels. Nous faisons le débat pour essayer de décrypter certains déterminants profonds. Nous faisons le débat pour mieux appréhender le réel politique haïtien, le réel vécu haïtien, pour répéter ce concept très cher à Paulo Freire. Et ça se fait dans le respect réciproque, le respect de l'intervenant pour l'assistance et dialectiquement le respect de l'assistance pour l'intervenant. Nous avons 2 séries de questions, 4 personnes par série. Nous avons dans la première série Yves Lafortune, John Wesley Delva, Edmond Jean-Baptiste et Remaret Jean-Baptiste. La première série de questions, d'abord avec Yves Lafortune, qui va poser sa question. Alors nous allons prendre par série d'abord les 4 questions, des notes seront prises par l'intervenant et au terme de ces questions, il commence justement à vous donner les réponses appropriées. Je dis merci et bonsoir à l'assistance. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes compliments au modérateur et à l'intervenant. Et vraiment, c'était excellent. Je commence avec les questions, mais je voudrais d'abord m'entendre avec l'intervenant par rapport aux présupposés universitaires. On doit s'entendre d'abord parce que justement, je sais que Café Philo a une vocation pédagogique. Quand on parle de gouvernement, on parle du Premier ministre et les ministres. J'ai beaucoup combattu cette approche-là au niveau des universités et avec les jeunes. Donc, qu'on soit clair là-dessus, le gouvernement est composé du Premier ministre et les ministres. On pourrait parler... Les secrétaires d'État. Mais de toute façon, les secrétaires d'État viennent en aide aux ministres sur certains dossiers, mais les présidents de la République, on ne parle pas de président comme gouvernement Martelly-Lamotte, on parle de gouvernement Lamotte, gouvernement Conny, etc. On s'entend. La gouvernance. La gouvernance, c'est autre chose. On pourra venir avec des définitions classiques et pratiques sur la gouvernance, mais ce n'est pas le cas. Ma deuxième interrogation est celle-ci, monsieur l'intervenant. Vous étiez grand conseiller, l'unique, le vrai, le bon ami du président de la République. Alors, je reprends, pour ne pas dire vous étiez, en toute affection FIC, je sais que, et nous savons tous, alors juste avant, je dois vous dire compliment, quelqu'un qui ose toucher à la corruption comme dossier, c'est quelqu'un qui vraiment, comme vous le dites, interprète et qui agit. Compliment pour avoir soulevé ce grand dossier qu'est la corruption. Mais moi, j'ai un problème. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, vous étiez où vous êtes, grand conseiller, l'unique, le vrai, le grand ami du président de la République, si bien que c'est vous, on faisait appel à vous dans toutes les tribunes ramassées par-ci, par-là, pour défendre la politique du gouvernement Martelly. C'est de bonne guerre. Toutefois, je ne peux comprendre parce que ça me laisse moi-même aujourd'hui, par-delà mes compréhensions des infrastructures éthiques, il me reste ce que j'appelle un déficit. Parce que quelque part, vous avez vécu tous les grands moments des gouvernements Lamotte, des gouvernements Paul ou des gouvernements, enfin du gouvernement Conny. Donc quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, par-delà les bravos que je vous ai et par-delà les applaudissements que j'ai demandés pour vous, est-ce que vous ne vous sentez pas en déficit éthique? Parce que quand on sait que l'éthique, c'est la dimension partagée, c'est les valeurs partagées. C'est d'une part, vous avez partagé avec eux tout ce qu'ils faisaient, et pour, en un autre temps, est-ce que vous ne vous sentez pas seulement en déficit éthique?
Je suis à Café Philo. Je suis à Café Philo. Et à chaque fois que je vois que ces jeunes agitent, font des débats dans la société, je me sens interpellé pour dire que ce sont eux l'avenir. Et à chaque fois, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je vois un Yuri La Tortue, par-delà ses capacités, par-delà ses compétences que je reconnais, choisir un Gracia Delva que j'affectionne bien. Est-ce que je connais toutes les musiques de Gracia Delva? J'ai été le premier qui a été le chercher pour qu'il joue pour le ministère de la Culture. Je ne me rappelle pas quelques années. Je connais toutes ces musiques. Mais quand Yuri La Tortue, vous avez choisi pour AAA Gracia Delva comme pour représenter le Sénat de la République, est-ce que vous ne voulez pas sacrifier le débat? Est-ce que, M. Yuri La Tortue, vous n'êtes pas en train de dire à Café Philo de fermer le débat? Et pour finir, justement, je parle de Gracia Delva qui est en campagne. Je suis honoré d'être le chef de campagne de Patrice Dumont parce que le pays a besoin du meilleur choix. Pour finir, il y a ce que j'appelle les repartimientos. C'est une distribution de ministères et de direction générale accordée aux politiciens. Si vous avez des ministres dans ce gouvernement-là, sachez que vous êtes dans ce qu'on appelle les zones d'ombre en matière d'éthique. Et si vous avez des ministres, dites-nous et que la confession parte de nous-mêmes. Et je vous invite à la repentance, monsieur Yuri. Merci à tous, merci à Yuri et de passer à Café Philo. Merci au modérateur. La modération a été bien faite, et sauf que j'ai un petit problème. Je rappelle qu'ici on est à Café Philo, où la philosophie saisit tous les sujets et tous les sujets sont saisis par la philosophie. Et pour moi, je ne vois pas l'économie d'une commission. D'abord, je ne vois pas comment une modération laisse passer cela. La thématisation n'a pas été faite. Pour moi, prendre une question de l'actualité et la soumettre à Café Philo, il fallait que cette question passe par les mailles d'une thématisation pour que la philosophie puisse voir son rôle, sa mission, ses attributions à l'intérieur de cette question. Et je sais, pour avoir connu et pour avoir pratiqué le sénateur Yuri, si seulement on avait thématisé autrement le thème de la corruption, il aurait pu avancer en ce sens. Et il aurait mieux avancé sur ce chemin, dans la mesure où, justement, la corruption peut être vue par la philosophie et les philosophes qui sont dans cette salle, et qui nous écoutent, qui nous voient, qui nous regardent chez eux. Ici, on est à Café Philo. Cela dit, s'il vous plaît, cela dit, pour moi, ma question, pourquoi faire une commission de plus, sénateur Yuri, et je m'adresse à vous personnellement, quand on avait les données de l'intérieur? Est-ce que vous ne vous êtes pas senti, je dirais, prendre les instruments de l'État, les instruments de la politique, pour combattre tes anciens amis, tes anciens alliés? Pourquoi faire une commission quand on pouvait donner ces chiffres à une vraie commission qui aurait pu travailler de manière profonde et investigatrice? Merci beaucoup. Edmond Jean-Baptiste. Bonsoir tout le monde. Merci Pascal, Adrien pour être modéré. Merci à sénateur Yuri qui est intervenu. Alors moi-même, j'ai une préoccupation. Alors je ne sais pas qui ça, Café Philo aujourd'hui apporté en plus, qui est une émission de radio, qui a ramassé, qui a apporté, l'un considéré, pas rien nouveau, pas rien comme si nouveau, son angle philosophique, Jean Remaret, tu as commencé à dire, Café Philo apporté nous aujourd'hui.
Donc, ça va différent de l'émission de radio, comme vous avez discours, ça nous tendez déjà. Et je pense d'avoir regardé corruption en profondeur, pour nous regarder côté le sorti, qui est différent, tenant et aboutissant corruption. Mais ça passait parce que là, nous avons une question ponctuelle, nous avons une question d'actualité, sénateur. Moi, je voulais poser quelques questions. Est-ce que d'abord, moi, je dois comprendre, même l'autre monde qui comprend moins, que la commission ça, ou dans tête l'IA, sont commission qui a travaillé à des fins politiques, qui a des persécutions politiques contre l'autre candidat dans le moment où on a parlé là. Ça fait un. Deuxième question, je vais poser, quelle méthodologie nous appliquer pour nous mener enquête ça? Est-ce que nous travaillons sur cette méthodologie, nous disons mais quelle méthodologie n'a pas adapté, qui va nous tel résultat possible? Nous devons ça. Est-ce que tout le monde doit quoi? Dernière question, je pose au sénateur Hila dessus. Commission sur notre tête liée. Ensemble des démarches à faire là, il va servir à des fins politiques demain. Ou bientôt, commission ça, c'est choix le bataille pour aller à l'élection dans le jour qui venir là. Merci. Bon, alors, je salue le conférencier, monsieur le sénateur Yuri Latortue, je salue le modérateur et je vous félicite pour votre exposé. Mais moi, mon souci est d'ordre universitaire. Et mon intervention ne va pas être différente de celle de Remaret, de celle d'Edmond Jean-Baptiste, mais il faut poser la question quand même. Donc, dans une démarche universitaire, il faut se soumettre, je dirais, à la rigueur méthodologique. Vous débattez un sujet, une thématique. La première démarche serait été d'inscrire votre exposé dans un cadre méthodologique. Vous parlez de la corruption. Qu'est-ce que c'est la corruption? Vous n'avez donné aucune définition dans votre exposé de la corruption. Et vous n'avez donné non plus aucune référence, je dirais, universitaire. Parce qu'il y a, je suppose, des références théoriques sur la corruption. Je suppose qu'il y ait, bien entendu, des travaux universitaires qui ont été déjà effectués sur la corruption. Mais dans votre travail, monsieur le sénateur, je suis désolé, je n'ai pas trouvé cette touche méthodologique, encore moins universitaire. Donc voilà la première remarque que j'ai pu formuler dans votre travail. Mais de mon lieu de journaliste, monsieur le sénateur, je voudrais bien vous demander, je sais que vous avez été le conseiller privilégié du président de la République, monsieur Michel Martelly, pour qui, bien entendu, j'ai une forte, que sais-je, une forte estime. Vous avez travaillé pendant assez longtemps à côté de monsieur Martelly comme conseiller. Et je me rappelle bien la dernière sortie de votre, si je peux l'appeler ainsi, votre homonyme Thierry Maillard-Paul, qui eut à dire, et je cite, « Monsieur Latortue, est en train de profiter de cette commission pour faire du chantage. » Mais jusqu'ici, vous n'avez donné aucune réponse, aucune réaction à la réaction de cette déclaration. Mais la question est la suivante, est-ce que, bien entendu, vous avez la légitimité requise pour être président d'une commission éthique et anticorruption au sein de la République? Voilà ma question. Voilà. Merci beaucoup. Le débat est très animé. Beaucoup de questions. Alors, il y a certaines questions qui reviennent, mais je vais quand même répondre par intervenant. Premièrement, la première question sur la fortune. Écoutez, communément, en langage commun, l'on peut parler de gouvernement. Mais de façon, je veux dire, constitutionnelle, l'on parle d'administration. Et je suis d'accord avec vous, mais comme je suis dans un milieu, voilà. Écoute donc, permettez-moi d'employer, écoutez, le mot gouvernement et qui passe, puisque de toute façon, l'on comprend. Maintenant, la première intervention. Un conseiller, justement, et nous sommes à Café Philo. Moi, j'ai dit, j'interprète et j'agis. Lorsque je suis conseiller d'un président, je suis à l'intérieur d'un mouvement et je dois être le premier, si je suis un homme d'État, à apporter les réformes. La philosophie d'Haïti, justement, c'est le cachet-feuille qui ouvre ça.
Et je dois vous expliquer qu'un mouvement, par exemple, comme la Valas, avec cette philosophie de cacher-feuille couvrir ça, je crois qu'au fil des années, ce mouvement va être en disparition. Puisque on a tellement, à l'intérieur de ce mouvement, justement, faire le cacher-feuille couvrir ça. Moi, je suis un homme d'État. Et j'évolue à l'intérieur de mouvements. Et je n'ai jamais hésité une fois à dire que je suis du centre droit. Je ne suis pas de la gauche. Et je crois que ce mouvement, à l'intérieur de ce mouvement, il y a un ramassis des gens du centre droit, de la droite, de la Valas aussi. Et je crois que la première réforme doit venir de l'intérieur. Et ce que j'ai toujours dit comme conseiller, vous devez pratiquer une bonne gouvernance. Je n'étais pas un conseiller général, j'étais un conseiller spécial par rapport au Parlement. Mais cette capacité de pouvoir s'auto-évaluer, évaluer ce mouvement et apporter des réformes, je crois que ça, c'est une autre philosophie. Et moi, je la développe dans le sens où la discipline doit venir de l'intérieur. Les changements doivent être commencés à l'intérieur. Et c'est l'essentiel d'un parti politique. La démocratie doit commencer à l'intérieur des partis politiques. Et lorsqu'on dit démocratie, ça veut dire lutte contre la corruption. Et j'entends ça à plusieurs reprises. Vous étiez conseiller, et vous étiez... Oui, je pouvais être conseiller. Mais je reconnais à l'intérieur de ce mouvement, à l'intérieur de cette administration, qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et lorsqu'on a demandé à des gens en opposition à cette administration, ils n'avaient pas le courage de le faire. Et moi, je me suis dit, il faut le faire pour Haïti. Et cette capacité de parler avec des amis et de leur dire en face que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bonne, je crois que c'est une autre capacité. Et moi, je vais m'atteler pendant tout mon mandat à développer cette capacité à l'intérieur de mon mouvement comme à l'extérieur. Et ce que j'ai dit l'autre jour, cette déclaration, moi je soutiens le candidat de ce mouvement, mais sans ces gens indiqués dans le rapport. Parce qu'aujourd'hui, la réforme peut venir de l'intérieur. Et je vais continuer, et je suis sûr qu'il y aura d'autres qui viendront et qui me suivront. Parce que ça, c'est une autre façon de voir les choses. Une autre façon de comprendre les choses. Parce que si les Duvalier, si la Valas avait eu cette capacité, je crois que les mouvements ne seront pas en plein déclin comme ils le sont maintenant. Pourquoi j'ai choisi Gracia Delva? Gracia Delva n'est pas à l'extérieur du Parlement. Gracia Delva est un député. Et je crois, nous sommes à Café Philo, mais monsieur, il faut rester à l'intérieur de cette réalité. Il faut regarder ce Gracia Delva. Moi, j'avais fait le choix de Mme Maniga. J'avais fait le choix de Mme Maniga comme intellectuel. Mais je peux vous dire que comme l'un des chefs de campagne, le langage ne passait pas entre la population et Mme Maniga. Ça ne passait pas. Et j'étais obligé à chaque fois d'intervenir pour faire comprendre cette réalité. Il ne faut pas être un intellectuel détaché de notre réalité. Il faut être quelqu'un qui puisse comprendre cette réalité. Et aujourd'hui, pour pouvoir changer les choses, je dois, comme parti, avoir une majorité au Parlement. Je suis dans un système d'assemblée où ce n'est pas l'individu qui aura à s'imposer, mais c'est la majorité qui aura à le faire. Et je crois que le mouvement doit être divers, intellectuels, travailleurs sociaux, gens ordinaires, pour pouvoir réussir dans ce pays, qui d'ailleurs est une mosaïque où l'on retrouve toute cette tendance. Voilà pourquoi j'ai choisi Gracia Delva. Et je l'assume. Et je l'assume. Est-ce que vous avez
des ministres dans ce gouvernement. Le groupe minoritaire a fait choix, justement, de 2 personnalités qui sont ministres dans ce gouvernement. Mais nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Au niveau de l'Assemblée, un président a été élu, même si nous ne l'avons pas voté. Et nous avons dit, puisque nous devons nous acheminer vers les élections, ce qui est important, il faut avoir une cohabitation. La cohabitation en politique, c'est justement cette combinaison d'un président qui n'a pas peut-être la même idéologie avec des ministres ou le Premier ministre. Et nous faisons partie de cette cohabitation et nous avons maintenu notre présence puisque de toute façon, la réalité, c'est qu'il y aura des élections le 9 octobre. Nous sommes en politique aussi. Là, nous ne sommes pas en philosophie. La deuxième question avec Romaret. La corruption peut être vue par la philosophie. C'est très bien. Si aujourd'hui, on devrait développer, on devrait parler de la corruption à travers la philosophie, je prendrais 2 heures de temps, justement pour philosopher. Mais la question, c'était, à travers ce débat, d'apporter quelque chose de concret, de voir comment interpréter et comment agir. Malheureusement, le temps nous a fait la guerre, puisqu'à un certain moment, on m'a dit qu'il restait 3 minutes, je pensais que j'avais encore 15 minutes. Mais je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas justement fait mention de certains termes, puisque je crois qu'il fallait informer, qu'il fallait dire justement, voici le travail d'une commission qui a pris ses responsabilités. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin. Mais je crois aujourd'hui que cette réalité que nous vivons, nous ne devons pas nous détacher de la réalité. Et cette commission a été dans le réel. Justement, je comprends ce déficit au niveau de la présentation, puisque le terme est d'actualité et le terme est très concret. Donc, dans ce sens, ça a été peut-être une exception, je l'admets, mais je devrais vous mettre au courant de ce qu'a été ce travail de la commission. Pourquoi faire une commission de plus? La question est simple et la réponse est aussi simple. Parce que justement, il n'y a aucune commission, aucune institution qui a pris ses responsabilités. Il y a eu des dénonciations. L'UCREF pourrait se saisir de par elle-même. L'ULCC aussi, personne n'a osé prendre ses responsabilités. Cette commission n'a pas été une commission de plus. Cette commission, c'est une commission qui a finalisé des travaux. Aujourd'hui, il revient à d'autres institutions de prendre ses responsabilités. Et vous allez voir, il y en a des gens qui prennent la poudre d'escampette au lieu de prendre leurs responsabilités par rapport à ces travaux. Notre détermination va nous amener quand même à conclure ces travaux. Mais je crois, aujourd'hui, ce n'est pas une commission de plus, puisqu'il y a un travail qui a été fourni et les résultats sont probants. Maintenant, on nous dit, est-ce que, justement, cette commission n'est pas l'œuvre d'un politicien? La démarche, si on visait les acteurs, et puis, à travers les acteurs, on apportait, on concluait. Non, on regarde les faits. Et c'est à partir des faits, justement, qu'on vise les responsables. Je crois qu'aujourd'hui, durant ces 8 dernières années, nous avons eu l'opportunité non seulement d'être informés sur ces faits, mais simplement de ne pas avoir des preuves, de ne pas avoir des indices. Aujourd'hui, ce qu'a fait la commission, c'est justement de documenter ces informations, d'avoir des faits, d'avoir des indices et de dire, voilà, le travail doit être poursuivi. C'est simplement le travail de la commission. Vous étiez au courant de l'acquisition des équipements du CNE. Vous étiez au courant des contrats signés avec les Dominicains. Vous étiez au courant des contrats antidatés. Vous étiez au courant des contrats surévalués. Aujourd'hui, il y a des faits qui accompagnent ces informations. Maintenant, dire
on utilise ces travaux à des fins politiciennes, je crois, c'est peut-être ne pas encore prendre lecture de ce rapport. Et c'est pour cela que nous allons, dans cette commission, essayer de publiciser le plus que possible ce rapport, de façon à ce que, justement, les gens puissent comprendre qu'il y a un travail qui a été fait dans ce pays où on réclame à corps et à cri, à travers toutes les institutions, que le travail de contrôle doit être fait. Maintenant, la méthodologie d'une commission législative est très simple, Edmond. La méthodologie, nous devons vérifier est-ce que tout ceci a été effectué d'après la loi. Une commission législative n'est pas une commission d'audit. Nous devons vérifier aujourd'hui s'il y a eu des décaissements, est-ce que ceci a été en rapport avec la loi. Donc ceci est très simple. Nous regardons les décaissements et nous regardons ce que dit la loi. Et nous transmettons justement nos travaux à une autre commission qui pourra approfondir et déterminer ce que je peux appeler les responsabilités. Donc, pour comprendre ce travail, il faut comprendre le travail d'une commission législative qui est différente de l'ULCC, qui est différente de l'UCREF, qui est différente du juge d'instruction, comme je l'ai dit en conclusion. Donc, c'était vérifier la légalité des actes posés à travers le fonds Petro-Caribé. Est-ce pour cela que la méthodologie, c'était de regarder les différentes lois d'application, la loi d'urgence, la loi de passation de marché, la loi sur l'administration publique et les comparer avec les actes posés. Oui, l'on a dit que est-ce que je vais aux élections? Non, j'ai un mandat de 6 ans. Je ne vais pas aux élections maintenant. Et je l'ai dit à travers l'Artibonite que mon deuxième mandat comme sénateur sera mon dernier mandat. Donc, aujourd'hui, j'ai comme responsabilité, comme sénateur, à prendre justement mes responsabilités, à soulever des problèmes que beaucoup d'autres politiciens ne veulent jamais soulever, puisqu'ils sont toujours en campagne. Je dois vous dire qu'après ce rapport, eh bien, il y a beaucoup d'amis, justement, qui sont devenus peut-être des adversaires. Mais c'est une responsabilité à assumer. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, est-ce que la corruption, c'est un problème en Haïti? La corruption est devenue un principe en Haïti. La corruption est devenue une norme. La corruption est une tradition. Alors que dans plusieurs pays, c'est une exception. Donc je crois qu'il faut l'attaquer. Et cette commission, d'ailleurs, je l'ai dit, les commissaires, je dois les féliciter parce qu'ils ont eu le courage d'attaquer un problème que beaucoup dénoncent, mais beaucoup refusent, parce qu'il y a des intérêts cachés de la part de beaucoup de gens. Donc, en ce sens, je crois qu'aujourd'hui, ce travail a été fait, parce que nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. D'accord, là, merci. La deuxième et dernière série de questions s'articulera autour de ces personnes-là. Adekla Yves Emmanuel, Marguerite Joanne Florent, Aimable Wendel et Henri Robert Jean. J'aimerais bien féliciter notre ami Pascal Adrien, un type brillant de notre génération, très prometteur. Et je félicite également la méthodologie adaptée par le sénateur La Tortue. Sénateur, pour notre génération qui souffre, qui souhaite avoir un lendemain meilleur, qui souhaite avoir une autre Haïti, avec votre conscience aujourd'hui, est-ce que le fameux rapport de la commission éthique ne protège pas quelques amis de toujours et crucifie les amis sans gros intérêt d'aujourd'hui? Merci. Bonsoir. Et moi, merci M. Pascal Adrien et M. Yuri La Tortue. Je suis Joanne Florent. J'ai un travail en République dominicaine
et m'étudier en République dominicaine tout, comme journaliste. Ça que je constatais en tant que journaliste, que je travaille en République dominicaine. Moi, j'ai remarqué une faiblesse le politicien ou gouverneur ou président de rentré en Haïti et à Saint-Domingue. J'ai remarqué une faiblesse. Il y a rien dans eux, il y a quitté bagaille passé, il y a pensé, il y a bêtisé. Excusez-moi l'expression. Moi, je pense que le que n'a parlé avec République dominicaine, comme tout à l'heure, où saute répété un grand nègre qui vraiment pile idéologie, c'est Jean-Jacques, empereur Jean-Jacques Dessalines. Moi, toujours adopté philosophie, même l'homme en République dominicaine, m'a travaillé. Je pense que faut que nous étudier psychologie, volet, mentalité République dominicaine entre Haïti. Je pense que une série je pense que Haïti trop souple avec République dominicaine. Et je pense que tout affaires question République dominicaine que je ne peux pas citer non monde qui te bail et Madame Maniga l'agent avec Martelly l'agent, je ne peux pas citer non je ne pas venir là pour ça. Je pas venir là pour ça. Moi retourner parce que je suis haïtienne. Je pas retourner, moi venir faire travail sous affaire déportation. République dominicaine a fait haïtien méchanceté. Monsieur le sénateur, qui sont pensé de sénateur Félix Bautista que même en République dominicaine, Dominicain pas digéré. Je pense que avant que nous talcions encore avec sénateurs de la République dominicaine qui sont ladrons, que ça veut dire voler, ok? Avant ça, je pense que faut nous taguer un curriculum vitae, monsieur ça, parce que Dominicains a servi avec nous sérieusement. Je pense que je ne dis pas, je ne pas venir là pour ça, je ne pas venir hors du sujet. Travaux qui inachevés, qui ça n'a fait avec Félix Bautista? Parce que ça, c'est intérêt pays. En tant que haïtienne, en tant que journaliste. OK? Je pense que je ne dis pas, faut qu'on révolution au niveau politicien nous yo. Là yo pral prendre l'argent dans la République dominicaine pour yo pas vendre dans le pays. Pour yo pas vendre intérêt pays. Parce que je souffre de ça en pile. Et c'est yon là-dedans qui fait me retourner dans le pays pour me venir bailler concours. Mon corps au chien enragé, mon âme à Dieu. Merci. On termine cette deuxième et dernière série de questions avec Henri, Robert Jean et James Romain. Bonsoir tout le monde. Je salue le sénateur La Tortue et le modérateur, mais monsieur le sénateur, vous venez de prendre votre baptême de feu à Café Philo. Ah oui. Mais le Café Philo est plus que ce que vous venez d'assister ici. C'est une association philosophique. Vous savez très bien que les philosophes sont taquins. Ils vous posent des questions, vous donnez des réponses, et ces réponses redeviennent de nouvelles questions. Donc on s'amuse comme ça. On s'amuse sérieusement. Donc j'accueille le sénateur avec sa double casquette. Il est fils, en tant que fils d'un grand département qui a abrité la première capitale d'Haïti. Je l'accueille aussi comme enfant prodigue, puisque de par sa profession, il a eu à conseiller à beaucoup de dirigeants ici. Donc, il doit travailler. Il est obligé de travailler pour vivre. Et pour ma part, je dois le féliciter parce qu'il a osé. Il a eu l'audace d'appartenir à une commission de corruption. Le mot audace ici est pris dans le sens positif. Il a osé intégrer une commission d'enquête. Mon problème, c'est que il n'a pas pu évoquer ou bien nommer les programmes
les projets dans lesquels ces fonds du Petro-Caribé devraient être injectés et leur lieu de réalisation, parce que cela nous aurait permis, comme enquêteurs potentiels, d'aller revisiter ces lieux et revisiter ces programmes. Deuxièmement, je voudrais lui demander comment il se sent par rapport au reste de la population. Non seulement il y a deux réflexes, il y a une certaine inadéquation des membres de la commission, ils ont leurs suspicions par rapport aux gouvernants de l'époque. Ensuite, il y a le reste des dirigeants qui n'ont pas pu emboîter le pas aux conclusions de l'enquête. Comment comprend-il cette contradiction et cette inadéquation? Merci. Bonsoir tout le monde. Félicité Association culturelle Café Philo Haïti. Et nous avons bravo la contentement pour Pascal Adrien, pour monsieur ou sénateur Yuri Latortue. Ça va dépendre de quelles circonstances. Moi, je pense que nous avons une question à poser. Qui remarrait Jean-Baptiste passer sur question à haut niveau? John Wesley Delva, moi, une question méthodologie, qui est une facette de question, non? Il m'a à un autre niveau. Edmond Jean-Baptiste, moi, à un autre niveau. Maintenant, il faut me poser une question pour me dire, comme ancien étudiant en droit, licencié, qui fait master, qui a un doctorat entre l'Université Canada et Panthéon-Sorbonne. Nous connaissons ça, ça veut dire en Haïti. Et je dis à les dernières questions posées là, et sur question à peine à réfléchir avec Ricardson d'Orsay, est-ce qu'on pas une logique de négation par rapport à soyez comme universitaire, comme chercheur et image qu'on projette par rapport à des choix politiques qu'on gagne dans le pays? Ça, c'est question maintenant. Est-ce qu'on pas senti ou une négation par rapport avec soyez comme chercheur, comme universitaire et par rapport avec des choix politiques ou prend un d'un pays? Merci beaucoup. Merci pour la question. Et je comprends que Café Philo, c'est vraiment un espace de débat où les questions sont posées à tort et à travers et venant de catégories de personnes différentes. Je m'adresse à l'avocat. Je crois qu'il est au barreau de Port-au-Prince. Il est avocat. Et il est parti. Il est parti? Il est là. Moi, je me pose cette question. Est-ce que c'est vraiment un avocat? Parce que, justement, la question de la corruption, il a parlé de perception très bien. Mais il me dit, comme président de la commission anticorruption et éthique, qu'il y a justement cette perception. À entendre un avocat s'exprimer de la sorte, vraiment, ça pose problème. Puisque, justement, dans ce pays, la question soulevée, c'est une question extrêmement importante, puisque à vouloir détruire quelqu'un, l'on peut l'accuser de toutes sortes de choses. Mais un avocat doit être plus précautionneux. Je crois que... Merci. Je crois au niveau de la politique, justement, avoir le courage d'indiquer des personnes et de la regarder en face, alors qu'on dit que vous êtes sujet justement à certaines accusations, c'est dire que
Écoutez, moi, je n'ai pas d'accusation. Vous avez des accusations. Si j'ai des accusations, prouvez-les-moi. Parce que je vous attaque, je vous dis ce que vous avez commis. J'apporte des faits. Et puis moi, je vous regarde. Parce qu'aujourd'hui, justement, je voulais prouver. En dehors des tribunaux, je voulais également prouver à ces gens qui, à travers la presse, puisque ce sont des Goliaths, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens, mais ce sont des gens qui ont pris ces moyens à travers l'État. Je suis parmi les premiers à dire à ces gens, on devrait mettre l'action publique contre vous. Et ces gens, ce sont des autorités. Il y en a qui sont encore en fonction. Pourquoi eux, s'ils disent certaines choses, eh bien, ils ne viennent pas avec des faits, des documents et demandent de mettre l'action publique en mouvement? Parce qu'ils savent pertinemment, et moi je sais pertinemment, que ces accusations sont fausses. D'ailleurs, je suis le premier à me défendre par rapport à une grande famille haïtienne. Parce que je voulais défendre le port des Gonaïves. Il y a une famille qui a loué ce port pour 90 000 goudes. Et j'étais le premier Gonaïve à dire, ceci n'est pas normal. Eh bien, le président du conseil d'administration, M. Fritz Meuse, a eu à se rendre à l'ambassade américaine pour m'accuser de drogue dealer. Et pendant 4 ans, on a enlevé mon visa. Parce qu'il y a un puissant qui s'est rendu à l'ambassade et qui a dit, Yuri est un drug dealer. On a enlevé mon visa. Mais je suis resté tranquille. Parce que j'avais le cœur net. Et heureusement, en 2010, Wikileaks a prouvé que M. Fritz Meuse s'est rendu à l'ambassade. Et j'ai eu le document. Et je l'ai assigné. Il m'a eu à présenter une lettre d'excuse me disant, écoutez, vous m'avez attaqué pour le port et moi je voulais me défendre. Et la seule façon de me défendre, c'est écraser ti malheureux satine classe moyenne ça. Et il m'a présenté une lettre d'excuse. Et après la lettre d'excuse, j'ai été au tribunal. Et je suis la seule personne en Haïti qu'on a dédommagée pour 300 000 $ américains. Mais la propagande ne dit jamais le reste. Mais moi, je suis quiet, paisible, et je continue mon travail. C'est la seule personne qui a eu à affronter des familles aussi puissantes. La deuxième chose, juste pour faire le point et pour éclaircir, puisque nous sommes à Café Philo, j'ai eu à travailler avec Gérald Latortue. Et il y a une compagnie française qui voulait assumer la sécurité, comme on le faisait pour le président Aristide, pour $1 million. Et j'ai dit à Gérald Latortue, attention, je peux, comme officier, lauréat de ma promotion en Haïti et aux États-Unis, à Fort Benning, je peux moi-même le faire. Et vous savez ce qui est arrivé? Cette compagnie a engagé un journaliste, M. Thierry, qui a écrit dans le Figaro contre moi pour dire, monsieur, 30%. À partir de quel fait? Et tout le monde répond, quel fait? Quel acte? Quel contrat? Il a voulu me détruire. J'ai été en France. J'ai été au journal. J'ai demandé le droit de réponse. On n'a pas voulu. J'étais obligé de le faire au Nouvelis. Mais 10 ans après, un membre du journal m'a appelé pour me présenter des excuses. Mais vous savez, en Haïti, on retient le premier. Mais on ne dit rien sur le deuxième. Parce que je suis en politique et j'ai gagné les élections à chaque fois, comme sénateur, au premier tour. Et je gagnerai d'autres élections en cas où je me présenterai. Parce que j'ai le courage de défendre mes positions. On m'accuse. Très bien. J'ai la conscience nette. Et les deux accusations, toujours répétées en Haïti, n'ont jamais poursuivi les réponses qui sont là, des lettres d'excuses, des ordonnances de tribunaux et également encore des excuses. Je continuerai le chemin et je défendrai ma position puisque lorsque l'on vient de Raboto et qu'on franchit les étapes, attendez-vous à des difficultés. Mais soyez courageux pour les vaincre. Toujours en action. Maintenant, est-ce que le rapport protège des gens et accuse d'autres?
Moi, j'ai dit que la méthodologie de ce rapport est basée sur la recherche des documents et des faits. Et à partir des faits, l'on recherche les auteurs. Dans ce même ordre d'idée, je crois que le rapport n'a pas seulement indiqué des personnes, le rapport a demandé aussi des recherches approfondies sur des personnes qui ont reçu de l'argent, qui ont avoué et qui n'ont pas avoué. Le rapport a demandé à l'ULCC de continuer les enquêtes. Le rapport a demandé également de continuer les enquêtes sur des firmes qui ont reçu des contrats que visiblement, justement des contrats douteux, surévalués. Le rapport a demandé de poursuivre les enquêtes sur tous les ministres qui ont signé les résolutions. Nous n'avons pas de faits documentés, donc nous ne pouvons pas, justement comme avocats, prendre la chance de faire des recommandations, ni de qualifier les faits. Il en revient au juge de le faire. Mais nous avons demandé à l'administration, l'ULCC, l'UCREF, justement d'aller plus loin. Et s'ils font leur travail, je crois que personne, justement, ne pourra dire qu'on a protégé certaines personnes et qu'on a visé d'autres. Dans le rapport, il y a les recommandations où l'on a visé certaines personnes. Mais il y a les recommandations générales aussi. Et il y a les recommandations administratives. Est-ce pour cela qu'on fera une grande publicité de ce rapport pour que vous puissiez avoir une idée exacte? Maintenant, Bautista, un sénateur dominicain, je n'ai pas compris comment un sénateur qui était en prison, un sénateur qui a bénéficié des contrats tant au Panama qu'au Venezuela, et qui arrive en Haïti avec un Premier ministre, signe des contrats de 400 millions de dollars. Et pourtant, lorsque j'affirme, je documente ceci par rapport aux faits, on me dit, on va vous poursuivre en justice. Mais ceci est connu en République dominicaine. J'ai été en République dominicaine. Il y a le BAO de Santo Domingo qui a dit ceci. Vous devez avoir honte en République dominicaine parce que vous avez laissé le sénateur La Tortue conduire des enquêtes alors que vous devez faire les enquêtes. Mais il est connu de tous que le sénateur Bautista était en prison, qu'il a eu des contrats douteux en République dominicaine, dans son département, tout près de la frontière, parce qu'il vient de la frontière, mais on lui a donné des contrats en Haïti. Moi, je n'ai fait que, justement, documenter les faits et dire que ces compagnies, Adom, Wofi et Dissenios, ont bénéficié des contrats douteux, des contrats surévalués, des contrats illégaux. Parce qu'il y a eu un appel d'offres pour 400 millions de dollars et c'est sa compagnie, ce sont ces compagnies qui ont participé à cet appel d'offres, ces 3 compagnies et qui ont bénéficié des contrats. Comment vous lancez un appel d'offres restreint alors que le propriétaire de 3 compagnies, justement, participe à cet appel d'offres? Normalement, ce sera quand même l'une de ces compagnies à bénéficier de ces contrats. Donc, ceci a été illégal. On l'a dit dans le rapport, on l'a documenté et je crois que, justement, on ne devait même pas signer des contrats avec le sénateur Bautista. Mais ceci a été fait. Et aujourd'hui, on le dit et les gens disent, écoutez, vous êtes en train de poursuivre un homme politique. Tout le monde l'avait dit en 2010, en 2011, en 2012. Aujourd'hui, on documente et on apporte des faits. On est en train de poursuivre un homme politique. Maintenant, s'il fallait nommer les projets, il y a eu 325 projets dans Petro-Caribé à travers le pays. S'il fallait nommer tous les projets, il fallait qu'on puisse avoir au moins 3 heures de temps pour pouvoir justement citer les projets et révéler les irrégularités. Dans le rapport, il y a une étude qui a été faite sur 250 projets. On n'a pas pu étudier tous les projets et je suis sûr qu'à la lecture du rapport, vous serez grandement édifiés. Maintenant, suspicion par rapport au gouvernement. Est-ce que si on mène l'enquête par rapport justement à certaines personnalités, est-ce que vous ne serez pas soupçonné? Écoutez, il ne faut pas avoir ce langage ordinaire en matière de corruption. Je crois que le langage doit être légal. En Haïti, il y a le cache-fait et couvrir ça. Il y a eu un rapport administratif qui est sorti avec Paul Denis. Cache-fait et couvrir ça. Parce que c'est mon PAM. Le gouvernement qui voulait mener l'enquête est renversé.
un autre gouvernement cache feuille couvrir ça. Et je crois que, justement, la corruption est devenue un principe, je l'ai dit, une tradition en Haïti. Ce n'est plus l'exception. Si vous regardez à travers l'administration, si la Cour des comptes avait osé mener une enquête sur l'exécution d'un budget d'une seule année, on verrait des choses. C'est-à-dire que, justement, on a compris que la corruption est devenue, justement, un principe en Haïti et que la bonne gouvernance est devenue l'exception. Donc, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important d'accomplir des pas. Ceci n'est qu'un petit pas. Mais ce petit pas a été fait. Il a été empreint de courage, puisque les menaces venaient de partout, que ce soit d'Haïti, de Saint-Domingue ou de Miami. Je dois vous dire simplement une anecdote. Il y a une firme qui a signé un contrat avec le ministère de la Planification. Il a reçu 2 millions de dollars pour construire des logements. Pas même un poteau, et il a reçu l'autre $1 million. Et puis, j'ai eu l'adresse à Miami, à Lendell Boulevard. Et je me suis dit, j'étais à Miami l'autre jour pour le match, disons, à Orlando. Et puis, je me suis dit, je vais vérifier cette adresse. Mais j'avais quand même une certaine peur, puisque je me retrouvais dans une zone, je n'étais pas envoyé officiel, et je devais vérifier. Et puis, lorsque je suis arrivé à l'adresse, j'ai demandé sur monsieur Baoutescu. C'est un Bulgare qui a bénéficié de ce contrat en Haïti. Et puis j'ai frappé à la porte. Un noir, je pensais que c'était un noir américain. Et puis, le gars dit, Yuri, pas j'aime que Baoutescu ici à nous. Nous sommes là depuis 20 ans. Hein? Donc, ça veut dire que l'adresse donnée, c'est l'adresse d'un Haïtien, justement, qui n'a pas connu cette firme. Donc, c'est une adresse, justement, prise au fil des circonstances, au gré, aux aléas dans la nature. Donc, c'est-à-dire que voici comment a été géré un fonds qui, en fait, est une dette. Vous voyez la différence? En République dominicaine, le fonds Petro-Caribé a été utilisé comme un fonds de financement des petites entreprises pour la classe moyenne. On donne l'argent à 1% à la République dominicaine et on fait des prêts à la classe moyenne à 5%. Donc, normalement, la République dominicaine pourra payer ses dettes avec, justement, un taux d'intérêt de 3% comme bénéfice. En Haïti, on a utilisé tout l'argent dans des projets, la plupart. Il y a des projets qu'on a effectués, mais la plupart bidons. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème doit être posé, puisque vous allez payer. D'ailleurs, on a commencé à payer la dette de Petro-Caribé depuis 2013. Depuis 2013, il y a dans le budget national un fonds pour le service de la dette de Petro-Caribé. Et actuellement, nous avons environ 1,8 milliard de dettes que nous devons payer, que les générations d'après devront payer. Donc, je crois qu'il est extrêmement important d'aborder ces choses et de faire la lumière. Maintenant, est-ce qu'il y a une inadéquation, vous avez dit, entre ma position, la position idéologique et mes études académiques? Je crois que, justement, en Haïti, on n'accepte pas cette différence qui devrait prévaloir dans toute démocratie. Premièrement, il ne faut pas confondre entre perception ou entre mauvaise publicité et position. J'ai une position, je l'assume, et je l'ai dit. Peut-être l'espace, peut-être, est de gauche, idéologiquement. Moi, ma position, c'est que je suis du centre droit. J'assume cette position à partir de plusieurs réalités d'Haïti, puisque je vais éviter le droite et gauche.
Je veux éviter ça. Mais maintenant, avoir une perception, ce n'est pas la réalité. Donc, ma position, justement, correspond à ce que j'ai appris, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai analysé. Mais une perception qui veut détourner les choses, écoutez, je n'en ai guère. Ma position, c'est que je crois que dans ce pays, il ne faut pas avoir l'État-providence. Il faut avoir un pays qui se met au travail sans corruption, mais avec l'ordre et la discipline. Il y a beaucoup de démagogie dans ce pays. Il y a toujours des faux débats dans ce pays. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette position. Moi, j'assume ma position, mais il ne faut pas confondre perception et réalité. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Café Philo. Le débat ne fait que commencer, comme vous l'avez bien compris. Quelle est l'économie politique de la corruption et comment parler également de la corruption de l'économie politique? Tout un débat philosophique qui reste encore ouvert. Et merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Merci. Le soleil já monté.